Bonjour tout le monde, je vous remercie de m'avoir proposé de parler des essais randomisés. Alors je vais essentiellement cibler sur toute la première partie de l'exposé sur les essais randomisés en maladies infectieuses. J'étais obligé de faire un choix, bien entendu, pour illustrer tout ça. Alors je suis un petit peu déçu que Mathieu m'ait passé une diapositive qui prête à discussion, parce que j'ai volé sa diapositive, et c'est pour cette raison que j'ai souhaité passer après lui, alors que j'étais prévu avant lui sur le programme initial, mais tout ça pour vous dire que moi j'ai essayé d'avoir une approche... Mais la plupart des gens ont bien cette idée-là. Voilà, c'est ça qui est justement. le problème. C'est la raison pour laquelle on fait ça ce soir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on déstructure. Et du coup, si vous voulez, j'ai choisi d'essayer d'avoir une vision la plus naïve possible, la plus candide, j'espère que vous ne direz pas la plus bêta, j'espère, sur 2 ou 3 exemples, et notamment je vous reparlerai de la greffe de microbiote digestif, parce qu'effectivement c'est un domaine qu'on connaît assez bien, où il y a pas mal de choses à dire également sur les essais randomisés. Le premier exemple, c'est que, évidemment, je veux rendre hommage à Giuseppe Ippolito, qui devait être là. Évidemment, ça me facilite un peu le travail, parce que lui, il devait faire pourquoi il faut faire des essais randomisés dans Ebola. Et moi, on m'a demandé de faire pourquoi les essais randomisés ne sont pas forcément utiles, donc je tenais évidemment à le souligner. Et puis pour vous raconter finalement cette idée des essais randomisés, j'ai repris quelques diapositives de l'époque, de l'épidémie de 2014 en Afrique de l'Ouest, où vous voyez qu'entre la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, il y a eu une épidémie très très importante de virus Ebola, d'infection à virus Ebola. On le voit localisé ici, c'était parti de Guékédou ici, avec un nombre de cas tout à fait considérable, et une transmission avérée en zone urbaine, ce qui était une première dans cette épidémie, alors que jusqu'à présent c'était des petits foyers dans des villages, et je vous ai pris alors une diapo que j'avais à l'époque, du 22 février 2015, donc ça c'est l'évaluation du nombre de cas dans les 3 pays, et on voit une mortalité à l'époque de 39% sur cette pathologie, dans cette épidémie bien déterminée. Alors, ce qui s'est passé après, et même avant d'ailleurs, parce qu'en dès 2014 c'est arrivé, j'ai pris quelques exemples, si vous voulez, mais il y en a eu énormément, où la question s'est posée, faut-il faire des essais randomisés dans le traitement d'Ebola lors de cette épidémie, avec de nombreux chercheurs, d'ailleurs plutôt occidentaux si je me souviens bien, c'est le cas en tous les cas de ces exemples-là, qui disent à quel point c'est important de faire de la randomisation et c'est important de faire ce type d'études pour une pathologie aussi grave. Ça nous a amené un commentaire qu'on avait publié à l'époque sur le paradigme du parachute, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, concernant cette publication qui avait été faite il y a quelques années. Alors, il y a eu des essais randomisés, beaucoup d'essais randomisés. Alors si j'étais vraiment de mauvaise foi, je dirais que, vous voyez, l'épidémie était en 2014, les essais randomisés sont en 2019, mais là c'est vraiment de mauvaise foi, parce qu'il y a déjà des essais randomisés au fur et à mesure, ça c'est les derniers dont je parle. Mais si vous voulez, ce qui m'a intéressé, c'est de me dire, mais finalement, en pratique, comment ça s'est passé ? Et donc je me suis concentré sur une publication, là aussi, New England 2016, mais une publication où vous voyez, il n'y a que des auteurs européens ou des auteurs des États-Unis qui se sont intéressés finalement sur le management clinique des patients atteints d'Ebola aux États-Unis ou en Europe. Ils ont rapporté, donc c'était évidemment des soignants qui étaient sur place et qui avaient été rapatriés dans leur pays. Il y a eu quelques cas de transmission secondaire dans certains pays, aux États-Unis ou en Espagne en particulier. Et ils ont rapporté, donc vous voyez, sur une période d'août 2014 à décembre 2015, cette série de 27 patients au total, donc qui décrivent parfaitement tout ce qu'ils ont fait, avec de la réanimation intensive, avec tout un tas de choses qu'on peut faire dans des hôpitaux occidentaux, avec une mortalité tout de même qui était relativement élevée, avec une mortalité à 18,5%. Mais ce qui m'est apparu plus intéressant, c'est de me dire, mais finalement, c'est à peu près les mêmes chercheurs, si vous voulez, qui prônaient une randomisation dans les essais cliniques, mais finalement, comment ont-ils pris en compte, en charge, ces 27 patients ? Et donc, on voit tous les traitements expérimentaux qui ont été utilisés. Alors vous avez le ZMapp, le TKM Ebola, le Favipiravir, le Brincidofovir, le FX06, dont certains finalement sont allés jusqu'à l'essai randomisé, d'autres absolument pas. Vous voyez qu'il y a un pourcentage quand même très important de patients qui ont eu ces thérapeutiques, et très souvent d'ailleurs, plusieurs de ces thérapeutiques. Alors
au moment où ils étaient hospitalisés, bien entendu, il n'y avait eu aucun essai randomisé qui avait été mis en place. C'est décrit dans la description. Donc vous voyez sur les 27 patients, 23 patients, c'est-à-dire 85% de cette cohorte, a eu, à visée compassionnelle, tout ce type de traitement, d'anticorps monoclonaux, de traitement antiviral dont on ne connaissait pas trop grand-chose. Sur une pathologie avec une mortalité à 39%, c'est quelque chose qui est compréhensible, d'essayer tout ce qu'on a. Maintenant, est-ce que derrière, c'est logique de défendre des effets randomisés sur une pathologie aussi grave? Je pense qu'on peut fortement s'interroger à ce niveau-là. Et vous voyez que 70% des patients, 19 patients, avaient reçu au moins 2 de ces traitements. On peut faire ça pour les Africains, mais pas pour les gens qui sont aux États-Unis. Le deuxième point, c'est que... Les Français n'étaient pas randomisés. Hein? C'est une grande question de débat entre le NIH et l'INSERM. L'essai français n'était pas randomisé. Monsieur. Non, c'est vrai qu'il y a eu vraiment beaucoup de... J'ai donné quelques exemples rapides, mais il y a eu un débat vraiment très important à l'époque. Alors, je t'ai beaucoup interviewé, y compris avec des patients, on avait discuté de ça au moment où ça avait émergé, en disant c'est pas éthique de faire de la randomisation sur un truc qui a un taux de mortalité pareil, c'est pas éthique. Le deuxième écueil, c'est qu'effectivement, nous, ça avait fait penser à Didier Raoult, à cette publication qui date de 2003, si je ne dis pas de bêtises, qui était publiée dans le BMJ, et que vraiment je vous conseille de lire. Il n'y a que les Anglais pour faire un papier pareil, où, en définitive, ils ont, si vous voulez, conduit une revue, une méta-analyse, c'est excessivement bien décrit, où ils se sont interrogés sur, mais y a-t-il vraiment des essais randomisés sur l'utilisation d'un parachute dans un avion quand il y a un accident et quand il y a un saut en parachute. Et donc ils ont tiré des conclusions comme quoi on n'avait pas de preuves, si vous voulez, que l'usage du parachute était important, et la conclusion c'est que les méthodologistes un petit peu trop on va dire, formels, ils leur conseillaient de tenter sans parachute de sauter d'un avion, voir éventuellement ce qui pourrait se passer. Donc ça, c'est la conclusion de l'abstract. Mais vraiment, je vous conseille cette publication. Le deuxième exemple, et donc il y a de nombreuses publications autres sur les problèmes éthiques de la randomisation, ça en est un des exemples. Le deuxième exemple que je voulais prendre, c'était bien entendu la transplantation de microbiote digestif dans l'infection à Clostridium difficile. Et j'avais envie de vous parler de cette étude, qui est une étude randomisée, qui est l'étude finalement randomisée sur la greffe de microbiote digestif, qui avait été publiée dans le New England par une équipe néerlandaise. Donc on s'intéressait, la cohorte des patients était des patients qui avaient des formes récidivantes de cette infection, et ils avaient proposé, donc vous voyez le design de l'étude, des personnes qui bénéficiaient d'une transplantation de microbiote digestif par voie duodénale, des personnes qui avaient des antibiotiques seuls, et puis des personnes qui avaient des antibiotiques plus un lavage digestif, une préparation colique, étant donné qu'ils le faisaient également dans la transplantation de microbiote, pour être sûr que ce ne soit pas simplement le lavage qui était efficace. Ce qui est intéressant dans cette publication, c'est qu'au bout de 16 malades, il y a eu une analyse intermédiaire, et la différence était tellement significative que l'essai a été arrêté, que la publication est sortie dans le New England. Et en fait, tout a complètement explosé finalement sur la pratique de la transplantation de microbiote digestif, avec les limites que dont Mathieu vous a parlé, sur lesquelles je reviendrai après, qui fait que là maintenant, on est 7 ans après, on est plus à l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a des essais cliniques, il y a des choses, alors je ne sais pas si c'est randomisé ou pas d'ailleurs les deux exemples dont on a parlé, mais en gros les gens font de la greffe pour tout et n'importe quoi, avec parfois des mesures de sécurité qui sont un petit peu limites, avec des patients immunodéprimés, avec des conséquences importantes. Et sur, finalement, la base de ce travail, c'est cette publication d'un essai randomisé dans le New England. Alors, ce que je trouve très intéressant, c'est de voir qu'effectivement, l'essai de Van Noot sort, et puis vous voyez le nombre croissant de publications dans la littérature. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant pour moi, c'est ça. Et ça, je vous l'ai mis ici. C'est-à-dire qu'il y a eu une publication, une revue systématique de la littérature, sur, vous voyez, finalement exactement la même chose, la transplantation de microbiote digestif pour les formes récurrentes d'infection à Clostridium difficile. Ça a été publié en 2011, 2 ans avant l'essai randomisé. Ça a été plus ou moins oublié par personne, je vous ai fait par tout le monde, pardon, je vous ai fait une petite image un petit peu après.
Et pourtant, il y avait dans cette étude, dans cette revue, 317 patients, et vous voyez une efficacité qui était de 92%. Alors oui, c'est vrai, c'était hétérogène, il y avait des différentes voies, il y avait différentes... Mais globalement, on avait quand même une efficacité de 92%, qui est à peu près la même efficacité que sur l'essai randomisé, sur un nombre de patients qui était tout à fait considérable par rapport à ces 16 patients. Cette revue, elle a été peu citée, pourtant elle était vraiment extrêmement bien conduite. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fin de cette revue, c'est pas les mêmes auteurs, hein, c'est pas les mêmes équipes, c'est une équipe de McGill au Québec, alors que c'est les Néerlandais qui ont fait l'essai randomisé. Je ne sais pas si c'est un rajout pour vous dire à quel point on est vraiment sur ce dogme des essais randomisés, c'est qu'on a demandé, je ne sais pas si on a demandé ou s'ils l'ont mis, mais enfin qu'en gros, oui, c'était bien cette revue, mais que derrière, il allait falloir faire des essais randomisés pour pouvoir vraiment prouver que c'était efficace. C'est-à-dire que la revue à 92% d'efficacité sur 300 patients, ça ne suffit pas pour dire qu'une technique, dans une indication qui est la même, est efficace. La deuxième chose, c'est que, ça c'est pour vous expliquer comment nous on est venu à la transplantation de microbiote digestif, je m'excuse pour l'inversion des diapositives, c'est que parfois ça ne marche pas dans tous les cas, c'est-à-dire que l'indication c'était les formes récurrentes, nous la problématique qu'on avait c'était les gens qui mouraient dans la première semaine, on avait 75% de nos décès dans une épidémie d'une souche grave de ribotype 027 qui décédait avec une mortalité qui était de 42%, et on a mis en place, grâce à l'aide de l'ANSM, on a mis en place cette transplantation de microbiote digestif qui a réduit la mortalité par 5, alors qu'on l'a fait en première intention. Ce n'est pas une étude randomisée, c'est une étude finalement avant-après. Elle a été publiée dans un journal qui est modeste, hein, bien entendu, par rapport aux autres journaux, et c'est une des critiques qu'on a eues de façon récurrente, c'est de nous dire, oui, c'est vrai, mais enfin, finalement, c'est pas un essai randomisé. Mais comment randomiser quelque chose quand on a une mortalité de 40%? On revient sur, finalement, la même réflexion que sur Ebola. Le troisième point, c'est que le travail de Marie Ocar avec Mathieu, avec Didier Raoult, on a étendu cette expérience finalement dans une étude de cohorte, toujours sur la même thématique, qui là, cette fois-ci, a démontré une réduction de la mortalité par 3. Là encore, c'est une étude de cohorte. Mais ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est finalement quelle a été la visibilité de ces travaux dans la littérature. Pardon. Et ça, vous voyez, c'est le nombre de citations. Alors j'ai pris Web of Science pour pouvoir comparer. Donc vous voyez que la revue dont je vous ai parlé, sur le CID, qui est publiée en 2011, elle est publiée début 2011. 2011, tout le monde s'en fout, il y a une belle revue dans CID, tout le monde se fout de la greffe de microbiote. 2012, donc un an après, il y a moins de 10 publications, il y a moins de 10 citations de cette revue. Et puis après sort l'essai randomisé de Van Nood, qui finalement est cité 250 fois par an, on est à plus de 2000 citations dans Web of Science de cette publication sur 16 malades, ce qui effectivement c'est une belle étude, hein, je ne reviens pas là-dessus, mais on a vraiment l'impression qu'il y a cet effet, si vous voulez, où voilà, c'est l'essai randomisé, donc on doit citer forcément ça, et donc ça c'est notre travail sur notre étude de cohorte sur les formes graphes qui quand même démontre une efficacité avec une réduction de la mortalité par 3, on manque de recul, je triche un peu en disant ça, mais globalement, on a 20 citations dans la littérature pour l'instant. Ça changera sûrement, mais je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il peut y avoir une visibilité différente. L'autre point, et c'est ce que Mathieu Millon vous a expliqué, c'est que malgré cet essai randomisé, finalement, ça n'a pas changé grand-chose. C'est-à-dire que tout le monde continue à faire par une voie haute, par une voie basse, par gélule congelée, par gélule lyophilisée, Et donc finalement, ça n'a absolument pas standardisé, cet effet randomisé n'a absolument pas standardisé non plus cette pratique, et puis l'effet centre dont on vous a parlé précédemment. Alors le troisième exemple, parce que je me suis dit quand même, tu ne peux pas parler que d'Ebola et de la greffe de microbiote digestif, parce qu'il n'y a pas quand même que ça en maladie infectieuse, c'est que on a fait un travail où on a essayé de standardiser les maladies infectieuses, de standardiser la prise en charge des maladies infectieuses à l'IHU. Et donc dans ce travail qu'on a publié il y a quelques années, si vous voulez, on a regardé finalement quels étaient les patients qui étaient hospitalisés dans l'unité de maladies infectieuses aiguës de Philippe Parola. Et donc ces patients, donc ça c'est le nombre total de patients sur cette période, sur la période de l'étude, vous voyez que finalement ils ont une pneumonie dans 42% des cas, une infection urinaire dans 15%, et puis une infection des tissus mous cutanés dans 11%. Donc globalement, vous avez 70-75% des patients qui sont hospitalisés pour cette raison dans un service de maladies infectieuses.
J'ai regardé, je ne vais pas les détailler, les recommandations américaines, anglaises et françaises de la prise en charge de ces pathologies-là. Et finalement, je me suis rendu compte de quoi? Premièrement, personne ne fait pareil. Et deuxièmement, il y a très peu d'essais randomisés sur la base de ces recommandations. Donc finalement, que ce soit dans les maladies graves, où je vous ai exprimé un certain nombre de limites, ou que ce soit dans les maladies fréquentes, on peut s'interroger, pour ces exemples-là, sur l'intérêt qu'il peut y avoir. Donc finalement, je suis toujours très interrogatif sur ça. Je ne sais pas finalement si l'expérience, les revues de la littérature, les séries de cas ne sont pas, au moins, surtout quand on a des différences importantes, aussi importantes que les essais randomisés. Le dernier point que je voulais évoquer très rapidement, c'est que je vous conseille également la lecture de ce papier là, dans BMJ également, il y a quelques années, où finalement les auteurs ont essayé de décrire, mais alors là c'est toute la médecine, hein, c'est pas du tout les maladies infectieuses, dans un certain nombre d'exemples dans lesquels il n'y a pas d'essais randomisés, et pourtant c'est des traitements que tout le monde fait, et donc vous voyez qu'il y a quand même finalement un certain nombre de situations cliniques pour lesquelles il n'y a pas eu d'essai randomisé, et je pense que personne, de la même manière que pour le parachute dans un saut d'un avion, eh bien, il n'y a pas d'essai randomisé, mais finalement ça sauve des vies et ça sauve des gens tout au long de la journée. Voilà, je vous remercie pour votre attention.